Aujourd'hui, vous retrouverez Arnaud qui va vous parler de deux séries qui font l'actualité, Carnival Row, mais aussi et surtout Snowpiercer. Vous savez, cette série issue de la bande dessinée française, le transpersonnage désormais adapté par Netflix. Autant vous dire que ça nous réserve de belles surprises et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour conclure cet épisode avec du positif, c'est moi qui vous décrypterai une série qui m'a beaucoup plu, même s'il y a certaines choses à dire, Your Honor avec le fabuleux Bryan Cranston. Je vous laisse en compagnie d'Arnaud et de ses analyses qui n'ont pas froid aux yeux, et moi je vous retrouve juste après. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous les dernières sorties. Commençons par Snowpiercer. Les 30 premières secondes sont des dessins animés qui rappellent que la série est tirée d'une BD, et française je vous prie, il s'agit du transpersonnage créé par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette et dont un film a déjà été tiré. Le synopsis du dossier de presse nous dit « 7 ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée, les survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement. Composé de 1001 wagons, l'engin a fait le tour du monde à toute vitesse. À bord, la guerre des classes, l'injustice sociale et la politique interne sèment le trouble. » Alors ce train, c'est un véritable micro-État avec ses 3 classes et tout en bas, les voyageurs sans billets, les clandestins en quelque sorte. Avec 2740 passagers, il est une sorte d'arche de Noé au milieu d'une terre gelée à moins 120 degrés. Le train en première classe est d'un luxe qui n'a rien à envier à un paquebot. On y retrouve les nantis qui l'ont financé. Ils sont caricaturaux et cela fait penser à la décadence qui régnait à la cour de Louis XIV ou qu'on croyait qu'il régnait à la cour de Louis XIV. Je devrais dire Louis X1V ou Louis XIV ou Louis XIV puisque l'État a décidé d'abandonner la numérotation romaine dans ses musées. Les profils psychologiques sont convenus. Comme dans la cour de Louis XIV, la première classe est égocentrique et méprise le peuple. La seconde classe, elle, admire la première et se croit proche d'elle. Ce sont les bourgeois. Les troisièmes classes sont les ouvriers qui font avancer la machine et régner l'ordre. Bref, les gilets jaunes. Tout en bas, les clandestins, les sans-billets, sont des pouilleux vulgaires et sales. Dans la série, on les appelle les sans-classes. Ils vivent dans des wagons à bestiaux qui font penser au train de la déportation. Comme les militaires dans la série ont le casque américain et que ce dernier ressemble, comme à s'y méprendre, au casque allemand de la Seconde Guerre mondiale, l'analogie devient frappante, pour ne pas dire volontaire, donc on se croirait en 1945. À propos, savez-vous que ce casque a été conçu par ordinateur et lorsqu'il a été présenté à l'état-major, il y a eu un grand froid. L'ordi avait sorti le clone du casque allemand. Alors on a demandé aux ingénieurs de changer les paramètres, un peu plus de projection, un peu moins de grenades, un peu plus de bombardement. À chaque fois, le logiciel 3D sortait le même casque, le casque allemand. Bref, revenons à notre sujet. Dans la série, c'est la lutte des classes. L'injustice est dénoncée avec véhémence et une grande éloquence. Et là, ça sent l'hypocrisie. Je pense que ceux qui financent cette série ont été assez cyniques pour jouir à l'idée de faire couler une larme de joie avec cette révolution d'opérette. L'élite hollywoodienne croit savoir y faire avec les pauvres, les sans-dents comme le disait François Hollande. Le chef des rebelles est bien entendu un rasta façon Lenny Kravitz, et dans les épisodes, Netflix, comme à son habitude, a saupoudré des scènes LGBT. Le nouveau truc LGBT, c'est de montrer des gestes tendres, ostensibles, devant l'indifférence de l'entourage pour montrer une forme de normalisation. Dans la vraie vie, des enfants se feraient des coups de coude, il y aurait des sourires en coin, mais là non, tout se passe comme si le pécho du même sexe attirait pas davantage l'attention qu'un grattement de nez. C'est pas crédible. Ce n'est pas tant les scènes en elles-mêmes qui sont ridicules, mais le côté automatique. S'il y a une obsession, elle n'est pas de mon fait, en le relevant, mais celui des scénaristes qui cochent systématiquement toutes les cases. Je pense même que ça finira par desservir la cause LGBT. En dehors de cela, il y a beaucoup d'invraisemblances. Je vous l'ai dit, j'ai besoin de croire pour apprécier. Par exemple, le train ne peut pas s'arrêter pour ne pas geler. Où a-t-on vu que la vitesse empêchait de geler? Il tourne autour de la Terre depuis 7 ans, mais comme il n'y a pas de survivants en dehors du train, qui entretient les rails? Il y a dans le train toutes sortes de fruits, on voit même des vaches dans le train. Pas de champs,
Mais des vaches, tout le monde sait qu'il faut 10 protéines végétales pour produire une protéine animale. Donc pour un tel projet, la protéine végétale ou la protéine de synthèse s'impose. Il y a aussi de la drogue, on ne voit pas bien comment elle pourrait être fabriquée, sans compter les objets usuels et les vêtements qui ne s'abîment pas en 7 ans. Le thème de la révolution dans la série a le mérite de poser des questions. Qui doit commander? À qui devons-nous obéir? À qui appartient le train? À son créateur, son ingénieur, ses financiers, ceux qui le font marcher? Ou à ses passagers? On peut être loyal à un chef, fidèle à des idées, mais dans la série, c'est un train. Comment peut-on donner sa vie pour un train? 2 clans s'opposent vers le milieu de la saison 2. Les rebelles, dirigés par le gentil Rasta, et un dictateur qui s'appuie sur des militants, avec des gros bras, des crânes rasés et des rails tatoués sur le bras. On se dit, non, c'est pas possible, ils vont pas oser. Mais si, réfléchissez, des gros bras, des crânes rasés, des tatouages de rails, ça sent la milice d'extrême train, des gars pour lesquels le train est une fin en soi. Je vous ai dit, ce train est un véritable État. Que dis-je? Une nation. Alors pourquoi pas des gars d'extrême train, des trainalistes? C'est vraiment là où je me suis dit que j'allais vraiment pas continuer, même pour vous. Pourtant, dès le départ, ce qui frappe, c'est la très grande qualité d'image. Et c'est bien cela qui est rageant. Une telle débauche de moyens, autant de qualité picturale et de soins au service d'un scénario aussi débile, avec des profils psychologiques aussi bateaux, c'est dommage. C'est beau, les décors sont de qualité, la musique est bonne. Vous pouvez le regarder au risque de vous énerver de temps en temps, pour ne pas dire tout le temps. Passons maintenant sur Prime avec la toute nouvelle sortie de la saison 2 de Carnival Row. La saison 2 est tournée en des temps records en raison du Covid. Carnival Row est tout simplement une des plus belles séries du moment. L'intrigue se passe pendant l'ère victorienne, mais ce n'est pas une série historique sur le 19e anglais. Non, on est dans le genre fantastique, avec une cohabitation entre des humains, des créatures mythologiques et des fées. Commençons le bestiaire. Tout d'abord, il y a les Pucks, qui sont tirés de la légende irlandaise. Ce sont des hommes avec une tête et des jambes de bouc. On appelait ça autrefois des satyres. Ils sont très bien faits. Ils ont une démarche un peu particulière avec leurs sabots. Les fées sont très bien rendues également. Elles ont des ailes de libellule et leur vol semble naturel. On trouve également des centaures, des loups-garous et d'autres choses encore. Tourné à Prague, c'est le tournage le plus cher de la République tchèque. La série a nécessité plus de 900 personnes. Rien que pour Prague, cette série vaut le coup d'œil. Les costumes sont somptueux, les décors ne déparent pas, les éclairages sont subtils, quoique parfois un peu sombres. Tous les ingrédients sont réunis pour une excellente série, mais malheureusement, le scénario vient tout gâcher. Il repose intégralement sur la problématique du racisme et de l'intégration. Les Kritsch, c'est-à-dire les non-humains, vivent dans un ghetto et ils sont victimes du racisme des hommes blancs. Esclavage, humiliation et viol, l'homme est présenté comme majoritairement un salaud. Il y a un tueur de créatures et la police s'en fout complètement. Le voisin bouc qui a réussi est méprisé par le blanc raté. En fait, c'est une transposition du racisme anti-noir vers le racisme anti-créature qui vise à culpabiliser l'homme blanc et à instiller la détestation de soi. Dans la série, les hommes refusent la mixité et traitent de s'emmêler les métis issus d'une créature et d'un humain. C'est le ressort facile de l'amour impossible entre un puck et une femme. On a là une ressucée de La Belle et la Bête. Ce qui est beau et subtil dans La Belle et la Bête de Cocteau paraît sans talent dans Carnival Row. D'ailleurs, dans le livre de Cocteau, la Bête était autrefois un beau prince puni par une fée pour ses mauvaises actions. Dans la série, la femme et l'homme bouc doivent fuir en bateau pour vivre leur amour. Je trouve pénible qu'on veuille me culpabiliser si je ne suis personnellement pas attiré par des femmes chèvres ou que je ne les place pas au même rang que nos femmes. Avec un bon scénario, la série aurait pu flirter avec les 5 étoiles, mais en l'état, ça vaut 3 maxi et là je suis gentil. En résumé, c'est une très belle série
pour un scénario minable, un étron dans un papier de soie. À bientôt. Pour conclure cet épisode avec du positif, du très très bon même, je vais vous parler de Your Honor, votre honneur. Bah oui, mais je peux pas toujours faire du débunkage, hein. Parfois il faut aussi que je diffuse de bonnes ondes. Your Honor, c'est une série américaine réalisée par Peter Moffat pour Showtime et diffusée en France par Canal+. Il y a au moins 2 raisons qui m'ont donné envie de la voir et qui me permettent aujourd'hui de vous la recommander. La première raison, c'est Bryan Cranston, évidemment. Bon, le mec, dernièrement, a soutenu Joe Biden, c'est vrai, mais on va dire qu'on va faire abstraction de tout ça et se concentrer sur l'immense acteur qu'il est. Et la seconde raison, c'est le scénario. Prenant, haletant, tendu, riche en rebondissements, c'est génial. Je vous présente le sujet rapidement, sans spoil, et ça devrait déjà vous donner envie de voir la série. Bryan Cranston incarne un juge très respecté de la Nouvelle-Orléans, Michael DeSiato, qui va se retrouver, bien malgré lui, embarqué dans une très sombre histoire. Un jour, son fils, dans un contexte bien particulier, fait une crise d'asthme au volant de sa voiture et percute un jeune motard qui se vide de son sang sur le trottoir et totalement pris de panique, il va le laisser à son triste sort et s'enfuir. Il tente tout d'abord de dissimuler les preuves mais finit par se confier à son père qui envisage dans un premier temps de l'emmener à la police évidemment. Mais une fois sur place au commissariat, il se rend compte que le jeune motard décédé n'est autre que le fils de Jimmy Baxter, le patron de la pègre locale. Il va donc faire le choix de protéger son fils et donc de tout faire pour dissimuler les preuves. Il contacte un vieil ami respecté dans la communauté afro-américaine afin de faire disparaître le véhicule notamment, et celui-ci dépêche donc un jeune noir membre d'un gang pour voler la voiture et la faire disparaître. Sauf que le jeune en question va être arrêté par la police pour avoir grillé un feu et la police va vite se rendre compte que cette voiture est impliquée dans la mort du fils Baxter. Alors que faire maintenant? Faire porter le chapeau à ce jeune innocent et le livrer à la vengeance des Baxter ou dénoncer son propre fils? C'est dans cette situation que va se retrouver le juge DeSiato, Bryan Cranston, et tout va s'enchaîner dans une sorte de tourbillon vers toujours plus de tension et d'enfer. Franchement, rien que ça devrait vous donner envie, mais en dehors de ce scénario haletant, bien ficelé, cette série a d'autres qualités, beaucoup de qualités. La première, c'est bien sûr Bryan Cranston. On retrouve clairement le héros de Breaking Bad et c'est finalement la même logique. Un homme normal, droit et honnête qui, pour une raison qu'il ne peut surmonter, va se retrouver dans l'illégalité. Devoir imbriquer ses mensonges les uns dans les autres pour tenter de former un ensemble cohérent tant bien que mal jusqu'à se couper progressivement de ses proches. C'est, on peut le dire, un rôle taillé pour lui, c'est clairement un rôle à la Walter White et puis les autres personnages sont tout aussi bien interprétés, à commencer par le fils DeSiato. Et puis le chef de la mafia aussi, Jimmy Baxter, incarné par Michael Stuhlbarg. Quel charisme qu'on avait déjà vu d'ailleurs dans un rôle similaire dans Boardwalk Empire, une autre série qui est dans mon top. Je vous l'ai dit, le scénario est haletant, mais derrière, la réalisation suit. Tout au long de la série, la mise en scène nous maintient sous tension en permanence. Bon, il y a aussi d'autres choses à dire. Par exemple, la série tombe bien souvent dans le politiquement correct, en nous faisant la morale sur les inégalités très lourdes que subissent les Afro-Américains. Le personnage principal se retrouve d'ailleurs en plein dans ce dilemme moral. Laisser accuser un noir innocent, bien que membre d'un gang, renier toutes ses valeurs de justice, ou livrer son fils, blanc, privilégié, mais coupable. Donc il y a de ça, oui, mais après tout, j'ai envie de dire, on est à la Nouvelle-Orléans et c'est un microcosme bien particulier où les inégalités existe bel et bien et où la fracture entre les communautés, avec notamment 65% d'Afro-Américains, n'a jamais été aussi forte. Et d'ailleurs, c'est très plaisant que la série se déroule à la Nouvelle-Orléans, tout d'abord parce que ça colle bien au scénario, ensuite parce qu'on peut admirer les très belles maisons inspirées du style colonial français, et puis aussi et surtout parce que ça change. On n'a pas affaire à une énième série qui se déroule à New York ou dans la banlieue de Los Angeles. Cette plongée en Louisiane est parfaitement retranscrite, tout y est à sa place et le résultat est très réussi. Encore un parallèle avec Breaking Bad où là aussi on était plongé dans un univers très marqué et peu commun, le Nouveau-Mexique. Bon, j'arrête avec Breaking Bad, mais vous l'aurez compris, je vous recommande fortement cette série, aussi bien interprétée, avec un scénario prenant, une tension rare, ça mérite 4 étoiles sur 5 haut la main. Le dernier épisode réalisé par Bryan Cranston justement
fait monter cette tension à son paroxysme en nous promettant une saison 2 très attendue. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Tueurs en série. À bientôt.